Le monastère Chedorobling abrite la seule communauté bouddhiste de l'Oural. Il est cependant menacé de démolition. La compagnie minière russe Evraz exploitera bientôt ce site. Condition sine qua non pour éviter une vague de licenciements. Les mines existantes seront de moins en moins rentables dans les 10 prochaines années et elles finiront par faire faillite. Pour que la région se développe, il faut qu'il y ait un intérêt économique. Les moines doivent partir d'ici. Ils mettent des emplois en péril. Les moines bouddhistes sont prêts à quitter le monastère, mais ils veulent protéger les édifices sacrés. C'est comme assassiner sa propre mère. On se bat contre ceux qui veulent nuire à notre religion. Ils ne cherchent pas à construire, mais à détruire. Le monastère Chedorobling se trouve au sommet du mont Kachkanar, un endroit propice à la méditation. Semyon, le responsable de la communauté monastique, y vit depuis 10 ans. C'est après avoir étudié les sciences économiques et s'être engagé dans l'armée qu'il a eu un véritable déclic. Je ne voyais pas l'intérêt de ce que je faisais. Je commençais quelque chose, passais à autre chose, tout était dénué de sens. Mais ici, c'est devenu limpide. C'est l'essentiel. Les moines ont renoncé au confort. Chaque matin, Semyon se rend en forêt pour remplir des bidons d'eau au puits. Mais en hiver, il faut d'abord briser une épaisse couche de glace. Les conditions de vie très rudes facilitent l'accès à l'épanouissement spirituel. Quand on nage dans le confort, c'est beaucoup plus compliqué d'y arriver. Sanal fait partie du noyau dur de la communauté qui compte 7 hommes et femmes. Ce jeune homme de 34 ans se sent dans son élément au monastère. Il est né dans une famille d'éleveurs de bovins. Lui est végétarien. Je voulais partir du foyer familial depuis longtemps, parce que mes parents ont toujours essayé de m'imposer leur conception de la vie. Je ne veux pas d'un bonheur qui repose sur la mort d'autres êtres vivants. Les animaux souffrent aussi. J'ai vu des vaches pleurer, et ce ne sont pas les seuls. C'est pour ça que j'aime vivre ici. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon paradis. Les journées commencent tôt, vers 6 heures du matin. Après avoir partagé une séance de méditation et un petit déjeuner, chacun se met au travail. Tous ici ne sont pas religieux. Certains habitants du monastère, comme Marichi, sont venus pour y pratiquer le bouddhisme. On est une majorité à être laïque. On veut simplement vivre ici en suivant les préceptes bouddhiques. Le chef spirituel de cette communauté est le lama Dokshit. Toutefois, leur temps de prière et de travail est compté. Les bouddhistes ont accepté les conditions de la multinationale et de l'oblast. Ils doivent donc quitter le monastère, sans savoir ce qu'il adviendra de l'édifice. Rien ne nous garantit que le principe de la préservation des lieux de culte soit respecté au-delà du délai de 2 ans fixé par Evraz. Ce qui se passera dans 3 ans, nous n'en savons rien. Le lama Dokshit a fondé le monastère il y a 25 ans pour enseigner la philosophie bouddhiste dans son pays d'origine. En 1993, mon maître m'a confié une mission. Il m'a dit, à l'est et à l'ouest de la Russie, on pratique le bouddhisme, mais au centre, il n'y a aucun monastère. Il ne doit y avoir que des mauvaises personnes là-bas. Je lui ai répondu que ce n'était pas vrai et il m'a lancé un défi. Dans ce cas, vas-y. Ce monastère est toute ma vie. Les autorités ont toléré la présence des moines pendant près de 20 ans.
Mais en 2014, lorsqu'Evraz a obtenu l'autorisation d'extraire le minerai de ce massif, le lama Dokshit s'est vu contraint de financer lui-même la démolition du temple. Une décision à laquelle il s'est opposé. C'est alors que des politiciens libéraux et des activistes lui ont manifesté leur soutien. En 2016, des représentants de l'oblast, de la multinationale et du monastère se sont réunis en vue de trouver un compromis. Du point de vue d'Evraz et des autorités régionales, il est capital que l'extraction des ressources minières puisse se poursuivre sans encombre. L'industrie minière est implantée dans le secteur depuis plus de 100 ans. Sans l'ouverture de ce nouveau site, de nombreux emplois seront menacés. Evraz est le plus gros employeur de la région. Anatoly Piankov était le responsable local du syndicat des travailleurs de la mine et de la métallurgie de Russie. Il a travaillé dans l'industrie sidérurgique pendant plus de 50 ans. Et ce n'était pas simple tous les jours. Tout le monde aime chasser dans le coin. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Mais c'est pas seulement une partie de plaisir. À l'époque, ça nous permettait de survivre. Pendant la crise de 1995, nos salaires n'ont plus été versés. Alors je passais un mois à travailler à la carrière et le suivant à chasser des animaux à fourrure. Ce délégué syndical de 68 ans se fait un devoir de continuer à défendre les intérêts des ouvriers. Sa mère était une pionnière de la géologie. Son travail a permis l'essor économique de la région. Ma mère a participé à l'expédition géologique de 1947 dans ces montagnes. Jour après jour, ils partaient du village pour explorer le massif et revenaient avec des sacs à dos pleins de pierres. Grâce aux analyses de leurs échantillons, ils ont pu déterminer le meilleur secteur à exploiter. Le monastère pose problème parce qu'il est à l'intérieur du périmètre de sécurité. Les explosions pour exposer le minerai mettraient la vie des bouddhistes en danger. Kachkanar est ce qu'on appelle en Russie une monoville, c'est-à-dire une agglomération dont l'activité dépend d'une seule et unique industrie. La moitié des 40 000 habitants de la ville est directement ou indirectement tributaire de la multinationale Evraz. À 71 ans, Vera Uporova n'a qu'un souhait, voir l'avenir de sa fille Tatiana et de sa petite-fille Sonia assuré. Sa famille à elle était pauvre. Dans les années 1950, comme beaucoup d'autres Russes, Vera est allée s'installer dans l'Oural pour trouver du travail. Pour elle, l'ouverture du nouveau site minier est une très bonne chose. Je souhaite que mes enfants et mes petits-enfants y gagnent leur vie. Et pourquoi pas mes arrière-petits-enfants dans 100 ans. Son mari, Alexei, approche de l'âge de la retraite. Comme son petit-fils Vitali, il est employé à la carrière. Mon père et ma mère ont travaillé là-bas dès l'ouverture. Mon frère aussi, mais il est décédé. Il était affecté aux locomotives électriques. Regarde, j'étais électricien. Je suis au milieu, assis dans le coin. 2 ans plus tard, en 1978, je suis passé chef de train. Vitali s'inquiète pour son avenir. J'ai habité dans une ville où l'activité reposait sur le charbon. Les ressources sont maintenant épuisées. Il n'y a plus que des retraités qui vivent là-bas. Il reste quelques commerces de proximité, une pharmacie et une entreprise de pompes funèbres. C'est tout. Il n'y a plus de travail. Les négociations autour du monastère ont duré jusqu'en octobre 2019. Les moines ont accepté de quitter les lieux avant le 1er novembre 2020. Au moment du tournage, le délai arrivait à échéance. On a subi des pressions pour la signature de l'accord. On a essayé de leur expliquer pendant 6 mois qu'il était possible d'ouvrir ce nouveau site tout en conservant le temple, en vain.
Ça m'a fait mal au cœur de l'annoncer à notre communauté. Semyon se rend à Kachkanar pour rencontrer un élu municipal, un de leurs alliés. Au revoir, Lama Dokshit. Bonne chance. Avant d'aller à Kachkanar, Semyon fait un détour par Kosia. En compensation pour leur déménagement, les bouddhistes ont reçu un terrain dans ce village, ainsi que 300 000 € pour y construire un nouveau monastère. Ils auront le droit d'aller à Shedrobling du vendredi au dimanche. 16 bouddhistes ont déjà emménagé à Kosia. Au départ, les habitants se montraient réservés à leur égard, mais la situation a évolué. Galina Ferdinandovna! Je voudrais du lait. Oui, oui, j'en ai. Je vais te le chercher. J'ai trait les chèvres exprès pour toi. Et voilà. Tu as gagné de l'argent, Katia. Je vais te donner une friandise. Il y avait des rumeurs qui disaient des horreurs sur les bouddhistes, qu'ils avaient des croyances monstrueuses et qu'ils sacrifiaient leurs propres enfants. J'en croyais pas mes oreilles. Comment peut-on croire à des bêtises pareilles? C'est une bonne chose qu'ils fassent vivre ces vieilles bâtisses. Kosia tombait en ruine. Il n'y a que des retraités ici. Je suis contente que des jeunes s'installent et redonnent vie au village. Et puis, je ne veux pas que la montagne où se trouve leur temple soit détruite. Les dispositions de l'accord prévoient qu'Evraz extraira le minerai des gisements qui se trouvent sous le monastère, voué à la démolition. Dans l'idéal, Evraz ne touchera pas au sommet de la montagne pour que les générations futures puissent aussi en profiter. Mais de nombreux employés de la multinationale ne comprennent pas pourquoi les bouddhistes continuent de se battre pour leur monastère, alors qu'ils ont consenti à un compromis. Ils craignent pour leur emploi, parce que l'ouverture du nouveau site a pris du retard. Tatiana et son fils Vitali sont dépendants de la compagnie minière. Le jeune homme de 21 ans est machiniste chez Evraz. Aujourd'hui, il est de nuit. Il se prépare à aller travailler. On peut dire que je suis fier de mon métier. C'est une affaire de famille. Tu perpétues la tradition. Je suis la 4e génération. Ce que je souhaiterais pour mes enfants, peut-être qu'ils aient un autre métier que le mien. C'est un travail difficile. C'est dur physiquement. On espère toujours le meilleur pour ses enfants. Donc j'aimerais qu'ils apprennent un métier moins nocif pour leur santé. Je ne sais pas. Depuis que la ville se développe, les jeunes commencent à revenir y vivre. Ce serait malheureux s'ils partaient ailleurs. L'avenir dépend d'eux. Vitali doit partir au travail à 18h30. Il sera en poste pendant 13 heures. Son salaire est d'environ 600 € par mois. Bon nombre de ses anciens camarades de classe ont quitté la région. Il y a 2 ans, Vitali a vécu dans une grande ville lui aussi. J'habitais à Perm et quand je suis revenu, beaucoup de choses avaient changé. D'abord, toutes les routes ont été remises en état. D'après ce que j'ai entendu, c'est Evraz qui a tout financé. Ensuite, ils ont refait le terrain de sport à neuf. L'année dernière, Evraz a investi environ 20 millions d'euros dans la ville de Kachkanar. Vitali et ses collègues comptent sur le développement des sites miniers et soutiennent les efforts de la compagnie minière. Cette région a de l'avenir. C'est pas pour rien que l'Oural est un Eldorado. On y trouve de tout. De l'or, du fer, des diamants. Tout ce qu'il faut. Semyon se rend à son rendez-vous en ville avec Viktor Chumkov. S'ils arrivent à faire inscrire le sommet au patrimoine naturel de Russie, il serait possible de sauver le monastère.
Shumkov est membre du Parti communiste. Il est un des seuls élus municipaux à soutenir les bouddhistes. Pour l'instant, le gouvernement ne reconnaît aucun monument naturel dans la région. On a des rochers remarquables dans l'oblast de Sverdlovsk. Ils sont similaires à ceux qu'on trouve sur le mont Kachkanar. Pourtant, ils ne sont pas reconnus comme des monuments. Pourquoi ? C'est de la négligence. Si le sommet et le monastère étaient protégés, on pourrait les valoriser pour faire vivre la ville pendant longtemps. Evraz a décliné de nombreuses demandes d'interview. Pour le moment, le monastère reste intact. Après 2022, de nouvelles négociations seront nécessaires. Semyon retourne au monastère le lendemain matin. Il fait un bilan de son rendez-vous au lama Dokshit. Bonjour. Comment ça s'est passé? Très bien. Viktor Shumkov va prendre les choses en main pour protéger la beauté du lieu. C'est sûr que la montagne est bien plus belle qu'une carrière. Puisque le monastère sera relocalisé à Kossia, mais que le temple restera ouvert aux moines et au public le week-end, il est indispensable de réaménager l'accès au sommet. On casse des pierres pour paver un chemin et faciliter l'ascension des visiteurs. Les bâtiments aussi vont être rénovés. J'aide le lama Dokshit à remettre le monastère en état. Dès qu'on me donnera de nouvelles directives, je les appliquerai. Tu as froid? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je fais ce qui est nécessaire. Si on partait en abandonnant l'endroit tel quel, ça reviendrait à nier les efforts fournis pour le construire. Le 31 octobre 2020, un jour avant le déménagement de la communauté bouddhiste, un groupe de visiteurs vient profiter du lieu une dernière fois. Ils ont parcouru 300 km depuis Perm, de nuit, pour être là à temps. Je suis fatigué. J'aime pas les voyages en bus parce que je suis grand. J'ai mal au dos. Mais je suis là pour voir les moines et les écouter. Des visites guidées du mont Kachkanar sont proposées aux touristes depuis 5 ans. Si vous croisez des animaux sauvages, restez calme. Depuis 20 ans, les visites du monastère ont augmenté de manière exponentielle. J'entends partout autour de moi que c'est un endroit intéressant à visiter. Je voulais pas manquer cette occasion. Les visiteurs sont venus très nombreux cette fois, et dès la première escale, ils entrevoient les conséquences dramatiques de la destruction de ce parc naturel. On va s'enfoncer un peu plus dans la forêt et je vais vous montrer un filon de minerai comme on peut en trouver dans le coin. Si vous voulez le voir, c'est par là. Maria est guide touristique. Elle travaille ici presque tous les week-ends. Le premier temps fort de la visite est le rocher du chameau, connu dans toute la région pour son étrange beauté. Beaucoup de groupes viennent de loin pour découvrir ce lieu. Toute la région en profite, y compris sur le plan économique. L'Oural et ses alentours sont des destinations de plus en plus prisées. Mais les bénéfices financiers de l'extraction du minerai sont mis au premier plan, alors que d'autres facteurs doivent être pris en compte. Les écologistes critiquent également la stratégie de la ville. Selon eux, elle sacrifie la beauté de la nature au profit de l'exploitation minière. Ils estiment que le tourisme est une source de revenus stable pour l'avenir.
Anatoly Piankov en doute. Les touristes vont et viennent. Nous, on habite et on travaille ici. Il n'y aura pas de tourisme, mais une carrière, une mine et des explosions. L'avenir de la région repose sur l'extraction de minerais. À l'inverse, Viktor Shumkov craint que les projets d'Evraz n'aient un impact négatif sur la nature et par là même sur le développement de la ville. Il pose un regard critique sur les investissements de la multinationale à Kachkanar. On se trouve devant le terrain de sport de l'Evraz Olymp Arena. Ces nouvelles infrastructures voient le jour depuis un an, alors que ça faisait 10 ans que rien de neuf n'avait été construit. Selon lui, le développement durable de la région importe peu à Evraz. Le groupe possède plusieurs usines sidérurgiques, dont celle de Kachkanar. Le principal actionnaire est le milliardaire russe Roman Abramovich. Les deux autres plus gros actionnaires sont Alexander Abramov et Alexander Frolov. Ces trois oligarques font partie du club des 50 plus grandes fortunes de Russie. En 2019, la multinationale a versé $1 milliard de dividendes à ses actionnaires. La moitié de cette somme a été divisée entre les trois principaux actionnaires. Shumkov condamne également les médias locaux et leur traitement partisan du conflit. La plupart du temps, la résistance des moines et la protection du monastère sont présentés comme une menace pesant sur l'avenir de Kachkanar. Deux des trois journaux de la ville sont financés par Evraz. Donc évidemment, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est comme ça que les habitants sont manipulés et conditionnés. Ils ne peuvent pas se faire leur propre opinion. Shumkov a rendez-vous avec Andrei Razov. L'expert en environnement auprès de la Chambre du commerce et de l'industrie régionale défend les moines bouddhistes depuis des années. C'est en grande partie grâce à lui qu'a eu lieu la table ronde de 2016. Razov est convaincu qu'il est possible de protéger le monastère sur le long terme. Les limites de la zone d'exploitation minière ont été établies en 1959. À cette époque, elle était bien plus restreinte. Le périmètre a été élargi à l'initiative d'Evraz. C'est uniquement à cause de ça que le monastère et le rocher du chameau se trouvent à l'intérieur de la zone. Pour qu'un tel monument soit inscrit au patrimoine naturel, il faut que l'administration municipale en fasse la demande. C'est le seul moyen pour qu'elle soit acceptée par le ministère de la Culture. Mais il faudra ensuite que le monastère et le rocher soient exclus de la zone d'exploitation. Ça ne sera possible que si on obtient le statut de monument naturel inscrit au patrimoine de Russie. On peut se demander pourquoi la ville de Kachkanar refuse de se pencher là-dessus. Elle est totalement pro-Evraz. C'est une monoville qui n'investit que dans le présent, pas dans l'avenir. 11 des 20 élus siégeant à la Douma municipale sont des employés d'Evraz. La compagnie minière a également soutenu la candidature du maire actuel aux dernières élections. Après 3 heures de marche, les touristes de Perm touchent à leur but. À leur arrivée au monastère, ils font tourner les moulins à prière 3 fois pour libérer les énergies positives. De nombreux visiteurs soutiennent le combat des moines. En plus du groupe de Perm, plusieurs touristes sont venus au monastère pour la journée. Jusqu'à 300 touristes se pressent sur ces lieux le week-end. J'ai entendu dire que tout ça serait bientôt démoli. On fera tout pour l'empêcher. Des milliers de gens ont participé à la construction du monastère. C'est pour ça qu'on ne peut pas les laisser le réduire en poussière. Il ne s'agit pas des efforts d'un homme, mais de milliers de personnes. J'aimerais que les deux camps trouvent un accord ferme et définitif. Ce lieu fait partie de la culture russe et il appartient à l'Oural. Il est irremplaçable.
Jusqu'alors, 12 000 personnes avaient signé une pétition pour sauver le monastère. Mes amis, nous réunissons des signatures pour nous opposer à la démolition du temple. S'il vous plaît, signez notre pétition. Ces dernières années, plusieurs personnalités éminentes et organisations bouddhistes ont apporté leur soutien aux moines de Shedrubling. Des lamas tibétains y sont venus organiser des retraites et des séminaires. Le monastère restera ouvert aux visiteurs le week-end, sur demande préalable auprès des Vras. Sacha prépare une offrande pour la déposer sur l'autel. Tu peux venir m'aider? Mes mains sont pleines de pâtes. Le lendemain matin, les moines devront quitter le monastère. Seulement, il reste des zones d'ombre dans l'accord conclu avec la multinationale. То есть для того, чтобы здесь все оставить в безопасности, как минимум культовые сооружения. Pour être sûr que notre temple reste en l'état, il faut effectuer une transmission officielle du monastère. Придет, скажет, ребята, мы тут по соглашению все хотим. Et cette transmission ne peut avoir lieu que si la partie adverse nous garantit que personne ne touchera à rien. Сохранности, поэтому мы здесь будем за ними присматривать. Вот, пожалуйста. L'échéance de 2022 ne remet pas uniquement en question la conservation du monastère, mais aussi le droit de visite des moines le week-end, ce qui est loin de les rassurer. Ils prient pour le futur. Ce qui les inquiète par-dessus tout, c'est la destruction éventuelle de leurs stupas, des reliquaires sacrés où sont disposées des offrandes et qui concentrent les bénédictions. Ce soir-là, aucun d'eux ne sait ce que le lendemain leur réserve. C'est le jour J. Cette journée du 1er novembre commence comme toutes les autres, par le cortège des tâches quotidiennes. Sanal s'inquiète pour ses petits protégés. Leurs 2 ânes, 11 chiens et 4 chats. Qu'est-ce qui va arriver aux animaux? On devra les emmener avec nous, c'est certain. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Le stress et la tension des habitants sont palpables. Ils quitteront le monastère seulement lorsque le passage de flambeau aura été fait. On attend les représentants des Vras. Ils sont censés venir pour signer l'acte de cession. Mais s'ils ne viennent pas officialiser la passation d'ici lundi, le contrat sera caduc. On ne sera plus dans l'obligation de quitter les lieux. J'ai été très patient avec eux. Ça fait plus d'1 an que je m'accommode à leur guise. Ils espèrent que la multinationale fera machine arrière. Aucun signe des Vras. Le dimanche est synonyme de réunion de famille chez Alexei et Vera Ouporov. Des grands-parents aux petits-enfants, en passant par les tantes, tout le monde est là. Viktor Shumkov est invité lui aussi. Il connaît cette famille représentative de la population de Kachkanar depuis des années. Chacun y va de son avis sur le conflit. Beaucoup de gens vont visiter le temple. C'est super beau, la vue est magnifique. Ça n'apporte rien à la ville. Ces moines ne pensent qu'à eux-mêmes. Comment ça n'apporte rien à la ville? Vous savez combien de touristes y vont? Des milliers. Je sais que ça attire du monde. On pourrait faire des aménagements pour les touristes, comme pour les pyramides d'Égypte. On ne pourra jamais vivre du tourisme ici. Sans les carrières, il n'y a pas de tourisme. Le nouveau site sera rentable une centaine d'années. Et après? Je sais bien que le tourisme est important, mais sans les mines... Pourquoi on ne pourrait pas avoir les deux? Il se passera quoi dans 100 ans? Nos petits-enfants auront encore du travail là-bas, mais après... Préparez-vous à vendre votre maison, parce que Kachkanar deviendra une ville fantôme.
Je suis jamais allé visiter le monastère. S'il trouve un moyen d'éviter de le démolir, alors pourquoi pas? C'est pas nous qui le dérange, le monastère. C'est la direction qui a pris cette décision. Oui, c'est toujours la direction. Ils veulent ci et après ils veulent ça. 2 semaines plus tard, la compagnie minière a commencé le dynamitage dans la nouvelle carrière. Le lama et certains bouddhistes ne sont toujours pas partis. Bien sûr que je suis prêt à défendre le monastère et à me battre de toutes mes forces. Les offrandes sont apportées aux corbeaux. Ils représentent l'esprit de la montagne pour les bouddhistes. Il n'y a qu'ici qu'on a ces corbeaux. Je les envie. Ce sont des dieux volants en quelque sorte. Je ne sais pas ce que je ferai quand on nous arrachera à cet endroit. Une grande force réside dans cette montagne, pas à Kossia. La majorité des bouddhistes a déménagé à Kossia en novembre 2020. Seul le lama et 3 hommes sont restés au sommet du mont Kachkanar, le temps qu'une solution soit trouvée pour assurer la surveillance du monastère pendant la semaine. Mais la présence des moines entravait le travail dans la carrière. Evraz les a menacés de leur interdire l'accès au temple et de le démolir sous peu. Depuis, les derniers résistants ont évacué les lieux. La compagnie minière a garanti que le monastère Shedrubling serait épargné tant que les moines tiendraient leurs engagements.